enregistrement matinal, bête gladiateur contre Vayu Turbo. Et aussi pour annoncer les prochains, une vidéo qui va arriver. C'est un projet pour le coup plus large, avec plus d'efforts, où je vais faire l'historique de l'évolution de bête gladiateur dans le format Edison. Puisque malgré le fait que le format Edison soit statique, il y a souvent des évolutions, des découvertes qui sont faites. Et je pense que l'histoire des gladiateurs qui ont monté dans la tier list et qui ont monté en tant qu'opinion dans la communauté serait quelque chose de très intéressant à voir. Reprenons sur la partie, donc ouverture avec prisma et double piège. C'est vraiment une ouverture, une très bonne ouverture, surtout avec le chasse-sauveteur qu'il y a après, et d'autres monstres bête gladiateur pour ensuite tag out le prisma vers un Gisarus. Et donc envoyer le bestiaire tout de suite au cimetière, c'est effectivement un bon play, une des stratégies de la part du joueur de bête gladiateur. Pour le deck bête gladiateur, le cimetière est tout de même assez important, bien que ça n'a pas l'air tant que ça. Il y a pas mal d'effets de récursion, et ce sont les effets les plus puissants, en fait, ces effets-là, au sein du bête gladiateur. Et Bestiary est encore plus important quand on sait que c'est lui qui donne accès à Gisarus. Donc le fait d'avoir ce Bestiary au cimetière est la préparation pour que Darius puisse instantanément invoquer un Gisarus. Donc, on a envoyé l'Aquari au cimetière, et avec le chat plus le paralysateur de piège, nous avons tout ce qu'il faut pour verrouiller la partie. Prisma va être renvoyé au deck avec Test Tiger pour faire Darius, pour faire un second Darius, s'il l'a dans le deck bien sûr, et invoquer Bestiary, faire Gisarus, détruire les monstres adverses, rentrer dans l'adversaire, et ensuite à la fin de la battle phase, il pourra faire équestre ou de nouveau Darius pour récupérer le Laquari qui était au cimetière. Le deck gladiateur qui fait preuve d'une vraie explosivité sur cette partie-là, et c'est effectivement une des forces de ce deck. Malgré une grande quantité de pièges, le deck est capable d'exploser. Alors certes, c'est le chasse-sauveteur qui effectivement est surtout responsable pour ça, parce que le chasse-sauveteur, effectivement, il va faire monter dans la tier list si vous arrivez à le piocher ou non. Clairement, le deck gladiateur devient beaucoup moins menaçant sans lui. Mais d'autres plays explosifs sont possibles. S'il n'y avait pas le chasse-sauveteur, il aurait pu tout simplement il aurait tout à fait pu faire d'autres contacts, prendre une autre stratégie, notamment au premier tour, il n'aurait pas envoyé le Bestiary avec son Prisma, il aurait pu envoyer un Laquari, et ensuite, deuxième tour, faire Prisma plus Prisma qui prend le nom de Bestiary, utiliser n'importe quel bête gladiateur, poser n'importe quel gladiateur pour tag out dans Gisarus. Une des règles qui est importante à savoir pour les monstres bête gladiateur, il n'est pas précisé que les monstres bête gladiateur doivent être face recto pour pouvoir les fusionner. De manière générale, pour les fusions, le fait d'être face recto n'est pas nécessaire, c'est uniquement une contrainte présente sur les monstres synchro. Donc il arrive souvent que l'adversaire vous pouvez poser le monstre pour avant de le fusionner. La partie est donc pliée puisque l'adversaire n'a plus qu'accès aux cartes de magie à cause d'Héraklinos, et en utilisant l'évacuation forcée, il se débarrasse du Rico et a accès au dernier point de vie. Deuxième partie.
Donc là, le deck Bellator doit faire attention, doit bien considérer les cartes de side qui seront rentrées contre lui. Aussi considérer les cartes qui seront retirées du deck, les cartes qu'il n'a plus nécessairement besoin de considérer dans le deck adverse parce qu'ils sont retirés. Mais il doit surtout considérer les cartes qui vont être side-in contre lui. Je parle en particulier d'oppression royale. Malgré ça, le deck sait se battre contre les cartes de side qui lui sont attitrées. Le joueur va donc commencer avec un Prisma et cette fois envoyer le Laquari. Donc comme j'en avais parlé dans la partie précédente, il a gardé le Bestiary bien au chaud dans le deck pour pouvoir au prochain tour contact fusion avec Retiare. À son premier tour, le joueur Bellator n'attaque pas. Lorsqu'il a invoqué le Prisma, le fait que le Prisma ait marché, il s'est dit qu'en face, le piège adverse, le piège central adverse était certainement une prison dimensionnelle ou une force de miroir. Bref, un piège à l'attaque. Parce que l'adversaire aurait bottomless le Prisma si c'était effectivement bottomless. Et il est peu probable que l'adversaire ait posé un torrent derrière son monstre. Ou plutôt qu'il ait posé le monstre si le seul piège qu'il possédait était torrent. Le joueur de Vayu va donc invoquer le greffeur, activer son effet, pour envoyer le Vayu et le Sirocco au cimetière et immédiatement invoquer l'arsenal aérien. Effectivement, c'est une stratégie qui est recommandée contre les Bellator, c'est de les surmener, de les flood, d'envoyer le maximum de monstres pour s'assurer qu'en face, ils ne peuvent pas garder leurs monstres, de s'assurer de se débarrasser du monstre adverse. Malheureusement, ça tombe dans le force de miroir. Pour s'assurer de garder le monstre adverse, je dois aussi préciser, parce que il y a beaucoup de pièges chez les Bellator qui s'échangent un pour un ou qui ne peuvent bloquer qu'une seule attaque. Donc on va penser à rétrécissement, je pense aussi à prison dimensionnelle, évidemment, livre de la lune, évacuation forcée. Ça, ce sont des pièges qui permettent de bloquer une attaque et qui auraient permis à Prisma de tag out, de contact out, on va dire, dans le Gizarus. Donc malheureusement, le joueur de Vayu a décidé de lancer le maximum de ressources pour s'assurer que le Prisma mourait. Malheureusement, il a survécu et grâce à ça, il peut faire Gizarus, ce qui va créer un quart d'avantage important dans la partie. Il va donc détruire les deux cartes centrales, en supposant bien sûr que la carte piège centrale n'est pas trappe sans fond. Et après son attaque, qui va se prendre évacuation forcée, il aura utilisé deux cartes. Et il aurait utilisé deux cartes contre les 3 de l'adversaire. En plus d'avoir un cimetière qui est désormais bien garni avec les 2 cibles principales pour Darius et Ekes, donc Bestiary et Laquari. En termes de situation, le deck Bellator a clairement l'avantage. Il ne s'agit plus que de convertir sur cela. Alors, malheureusement, il n'arrive pas à piocher ses propres monstres. Mais avec ses pièges, il aura de quoi gagner du temps, notamment avec prison dimensionnelle. Il pourra gagner un tour sans perdre en pression, sans perdre en quart d'avantage. Et attendre le temps de toucher ses monstres. Samnite est invoqué. Samnite va tag out avec le type de laboratoire, mais ce sera annulé par l'oppression royale. Oppression royale qui est donc une des cartes de side, qui touche très gravement les Bellator. Toutefois, les Bellator
ont, pour moi, à mon avis, vraiment toujours la capacité de jouer, surtout dans ces genres de situations où c'est eux qui ont accumulé l'avantage. À partir de ce moment-là, les Béliateurs sont clairement handicapés par la présence de l'oppression royale, mais une stratégie est possible, une stratégie de secours, celle tout simplement d'attaquer les points de vie et de grignoter les points de vie, d'échanger ces cartes pour de la pression, pour l'accès aux points de vie de l'adversaire. Et essayer de tuer l'adversaire ou de le faire passer sous les 700 points de vie avant de rentrer à court de cartes. Et c'est cette stratégie qui va être montrée dans cette partie-là par le joueur de Béliateur. Il met la pression, et même si tous les monstres qu'il ne possède ne sont plus que des simples monstres vanilla de moins de 2000 points d'attaque, et bien quand ces monstres vanilla sont backés par des prisons dimensionnelles, par des pièges qui lui permettent de gagner la tempo, et bien il a accès aux points de vie de l'adversaire et le tuer petit à petit. C'est un peu comme une stratégie de Alus Beat, Hero Beat, celui où tu invoques un gros monstre de niveau 4 et tu le protèges avec des pièges pour empêcher l'invocation de tous les gros monstres à sacrifice, les gros monstres à niveau 6 ou plus. On peut aussi même considérer dans ce genre de situation d'activer l'effet d'un Béliateur, d'un effet de tag out, pour forcer l'adversaire à activer son oppression royale. Donc c'est un burn de 800 qui peut être clutch, qui peut être clutch dans certaines situations. Ça a déjà en tout cas été employé contre moi de me forcer à payer tous mes points de vie pour finir par une attaque directe. Donc, le joueur de Béliateur qui maintient son avantage en termes de ressources. L'adversaire en face a techniquement 2 cartes. On peut considérer que le joueur de Vayu Turbo à ce moment de la partie n'en a vraiment plus qu'une, puisque l'oppression royale ne devient plus vraiment une carte. Puisque ça passe le contrôle, on va dire, des 2 joueurs. Donc on peut pas non plus considérer que c'est une carte à lui. Mais malgré ça, l'adversaire, notre joueur de Béliateur, a 3 cartes actives contre 0 carte active de la part de l'adversaire. Et l'adversaire doit passer son tour. L'adversaire avait de quoi se survivre avec Necrogarna, mais le 3e monstre est arrivé à point nommé pour terminer l'adversaire sur le coup. Voilà. En tout cas, j'espère que cette présentation des Béliateurs vous a plu, vous a enseigné des choses aussi. Si vous voulez en savoir plus sur les Béliateurs, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous en savez plus aussi sur l'histoire des Béliateurs, n'hésitez pas. Je vous serai reconnaissant pour aider à la prochaine vidéo qui va arriver. Et je vous retrouve la semaine prochaine.